Alors, bonsoir à vous. Je crois que vous l'aurez compris, on va essayer d'être relativement bref dans la présentation de l'affaire Dominique Cardon, pour ensuite passer à vos questions. Alors, moi aussi, je prends mon petit anti-sèche pour dire qu'on va parler du livre, mais pas seulement. Voilà. Le dernier essai, Aquarelle, les algorithmes, nos vies à l'heure des big data. Ça paraît mystérieux, mais vous allez voir que ça l'est beaucoup moins. Donc Dominique Cardon est sociologue au laboratoire des usages d'Orange. Il est professeur associé à l'université de Marne-la-Vallée. Et c'est un des premiers, c'est ça qui nous intéresse, qui a mis l'accent sur le lien entre démocratie et Internet, avec la démocratie Internet publiée au Seuil. Et finalement, là où tout le monde, une époque où tout le monde s'intéressait essentiellement à la technique, à l'informatique, en tant que sociologue, on l'aime bien parce qu'il s'est intéressé tout de suite aux usages d'Internet. Et donc, à quoi rêvent les algorithmes, au titre quand même algorithme, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, et j'étais stupéfaite du nombre d'articles, Le Monde, Libération, les rencontres, les émissions de radio, que ce petit livre soulève. Donc, moi, ce qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est que Dominique Cardon n'est pas tombé dans le piège, vous savez, de la société de l'hyper-contrôle, tout le monde, la société aliénée, les algorithmes, nos ancêtres, etc. Pas du tout. Il nous appelle simplement un regard critique sur notre environnement. Vous savez très bien que quand vous cliquez, vous avez tout de suite des tonnes de publicité qui tombent dessus, etc. Bon, tout le monde a eu cette expérience. Donc tout le monde sait ce que c'est cet environnement. Et en fait, Dominique, je crois que tu joues le rôle de lanceur d'alerte pour nous alerter tout simplement sur notre environnement. Donc moi, je cite quelques-uns pour ceux qui n'ont pas lu Démocratie Internet, où tu disais, enfin en tout cas, ce qui a été dit, c'est que les profanes deviennent amateurs. Et ça, c'est très important. On n'est plus, ça va nous concerner, puisqu'on n'est plus dans une gouvernance où il y avait les sachants et puis les profanes. Avec Internet, c'est les amateurs et la frontière entre concepteurs et usagers qui est abolie avec le logiciel ouvert. Donc il y a une perspective historique dans tout ça. Le web participatif, tu en as parlé très tôt. Donc, ma question, puisque tu as aussi employé une expression qu'on aime beaucoup, le pouvoir des liens faibles, le pouvoir des liens, la coopération des liens faibles. Or, il me semble qu'on est actuellement, c'est la question que j'ai envie de te poser, dans une mouvance où il y a des tas de collectifs qui tissent des liens apparemment faibles, puisque nous ne sommes pas encore à l'Assemblée nationale, et pourtant on sent une force montée dans la société civile. Alors, puisque l'intitulé de Démocratie Internet avait comme sous-titre « Promesses et limites », quelles sont aujourd'hui les promesses et quelles sont les limites? Bon, merci, bonjour à tous, je suis un peu impressionné. Le monde. Et bon, comme j'ai beaucoup radoté, je pense qu'on va discuter. Enfin, je vais essayer de ne pas être très long. Pouvoir des liens faibles, enfin force des liens faibles, qui est un grand classique d'un économiste qui s'appelle Granovetter, qui avait donné cette idée. C'est l'idée, alors peut-être du coup c'est un peu moi ce que je vais soumettre comme ça en sous-main à la discussion en voyant votre projet, en vous écoutant, qui était au cœur en fait de la démocratie Internet et qui me semble être au cœur, mais je pense que là je vais dire des banalités pour beaucoup d'entre vous, de l'histoire même d'Internet, c'est que l'Internet est libertaire. Et que dans sa naissance, dans son ADN, et que cet ADN libertaire, il épouse d'une certaine manière des transformations de démocratie qui sont très centrales et très connues et travaillées, qui a une sorte de... Moi je prends toujours cette expression de dire qu'il y a un déplacement du centre de gravité de la démocratie vers la société civile. Et que pour plein de raisons qui sont liées à des transformations sociologiques qui sont bien connues, l'augmentation du capital culturel,
les interdépendances nouvelles du monde du travail, les formes d'individualisation, et j'insiste sur ce terme, de nos sociétés qui fait que nous sommes des multiples, hein, le mot ne cesse de dire, nous sommes tous particuliers, nous sommes tous singuliers, nous voulons tous être singuliers, fait que toutes ces transformations, elles agissent, je crois, très fortement sur nos sociétés, et d'une certaine manière, Internet, en permettant à chacun, en permettant à tous, en redonnant des instruments de capacité d'action, de pouvoir, d'agir, aux personnes, il a d'une certaine manière libéré, alors peut-être faut-il mettre des guillemets, mais en tout cas il a libéré cette société civile d'un certain nombre de clôtures, de dispositifs dans lesquels ils étaient encadrés, représentés, parlés, ventriloqués, désignés par des institutions, des associations, des représentants, des médias, des partis politiques, etc. etc. Et que cette force-là, c'est la force qui, mais depuis les années 70, traverse nos sociétés, ne cesse de s'accuser, me semble-t-il, en donnant à chacun l'idée que il ne veut pas exactement être gouverné par des gens qui auraient à sa place décidé, choisi, imposé, etc. Alors elle renvoie complètement à l'idée d'un libre arbitre et d'une autonomie des individus, et que du coup, dans cette libre arbitre et cette autonomie des individus, enfin cette revendication en tout cas qui est omniprésente, Internet est à la fois lieu d'expression, d'échange, de coopération, de fabrication, de mise en commun, enfin tout ce que vous connaissez par cœur, mais qui s'est toujours fait, et dans l'histoire du numérique c'est un élément qui est central, contre l'idée de l'État, contre l'idée de la représentation, contre les formes instituées, en tout cas de la démocratie représentative traditionnelle. Et que un des enjeux du coup qui est très présent, c'est que on ne sait pas très bien quelle est la relation. Et, je vois bien le dispositif ma voix parce qu'on voit bien. C'est comment faire de la politique depuis la société civile face à la démocratie représentative traditionnelle. Alors est-ce qu'il faut finalement considérer de façon libertaire, moi je serais plutôt dans une tendance très libertaire, considérer que ce qui compte, c'est le mouvement social, c'est l'espace public, c'est l'expression des voix, c'est l'auto-organisation, c'est la multiplication des collectifs, des communautés, c'est que ça crie, que ça examine, que ça discute, que ce soit vigilant, etc. Ou bien est-ce qu'il faut aussi rentrer dans le système? Alors, rentrer dans le système pour le hacker, j'ai bien compris le truc, sachant que le système, il obéit quand même à des procédures qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles que je viens de décrire. Alors, celle que je viens de décrire, c'est la force des coopérations faibles. Et dans l'idée de force des coopérations faibles, il y a autre chose sur laquelle je voudrais insister. Alors, moi, c'est un truc qui me travaille depuis des années, mais comme c'est un peu abstrait, j'espère ne pas perdre tout le monde, c'est l'idée qu'on ne fait plus un collectif en mettant les valeurs en premier. D'une certaine manière, je caricature, mais les formes de la politique, de l'association, du militantisme, je vais dire traditionnel, ça c'est jamais très très vrai en fait. Mais on partage d'abord les mêmes idées, puis ensuite on s'assemble, on s'unit, on s'agrège, on choisit des représentants et on passe à l'action. Sur Internet, on commence par se coordonner, et puis c'est dans la coordination qu'on découvre qu'on a des valeurs communes. Mais les valeurs ne sont pas préexistantes à l'action, elles sont un produit émergent de l'action collective qui est menée. Alors c'est typique des associations, dans l'univers social rapide que j'ai décrit, c'est que d'une certaine manière, ce qui nous réunit, ce qui fait commun, n'est pas préalable. On est d'abord des multiples, mais les multiples qui interagissent, qui se frottent, qui discutent, qui combattent, vont découvrir progressivement ensemble qu'ils ont des valeurs communes. Alors le modèle de la forme de coopération faible, c'est ça qu'il cherche à dire, c'est que on endosse les valeurs d'un collectif ou d'un commun par les interactions qu'on a eues et pas préalablement par des convergences partagées entre des idéologies, des représentations ou des valeurs. Ce qui est assez typique de toutes les formes d'action. Moi j'ai beaucoup suivi en sociologue les formes de mobilisation qui sont nées après le mouvement intermondialiste. Le mouvement intermondialiste a vraiment donné jour à cette manière de faire du collectif de liens faibles, hein, avec des gens qui ont des opinions qui sont incroyablement diverses et variées. Et, dans les forums sociaux mondiaux, on a des gens du centre droit, puis il y a des gens de l'ultra-gauche. Ils appartiennent tous au même périmètre. Hein. Alors évidemment, ils ne sont absolument pas d'accord entre eux, mais en tout cas, dans l'espace d'action qu'ils ont créé en commun,
ils ont décidé d'être ensemble. Du coup, les liens qu'ils peuvent avoir, les coopérations qu'ils peuvent avoir entre eux ne peuvent être que faibles, mais il y a un présupposé au moins de faire partie de la même musique pour avancer. Et alors, cette forme-là, moi je n'ai cessé de la voir réapparaître. D'abord, elle est centrale dans tous les collectifs de l'Internet, logiciel libre, Wikipédia, mode de régulation d'Internet, ça fonctionne sur ce mode-là. Et puis on l'a vu beaucoup réapparaître ensuite avec des mouvements sur Internet, genre Anonymous, Pirate, et puis avec les indignés, on a une sorte de radicalisation vers encore plus d'individualisation du mouvement social. Moi, je finis avec cette anecdote. Je me rappelle dans les assemblées altères, les gens avaient le droit d'avoir plusieurs étiquettes, mais quand on prenait la parole dans l'assemblée, on commençait par donner ces étiquettes. Je suis à la CGT, au collectif de l'eau, à Attaque, je ne sais quoi. On donnait le nom de son étiquette, donc la catégorie d'appartenance auquel on s'identifiait, même si on pouvait s'identifier à plein de catégories différentes. Bon, chez les indignés, Anonymous, chez les nouveaux mouvements, les nouvelles formes du mouvement social, Occupy, Indigné, etc., on parle en son nom propre. Alors on est vraiment le multiple singularisé. Tu enlèves tes étiquettes, parle en ton nom propre. Je ne suis pas un parti, je ne suis pas une association. J'ai l'impression que ma voix est aussi dans cette ligne typique des coopérations faibles. Bon, après, moi j'aurais plein de questions mais à vous poser, c'est de savoir comment une coopération faible arrive à rentrer, arrive à voter en fait. C'est pas tellement à rentrer à l'Assemblée, mais comment elle passe du multiple à une décision collective de vote. Et ça, c'est toute une procédure. Je dirais presque que c'est un algorithme, en fait, à trouver un algorithme de la société civile. Oui, ça c'est encore à l'essai, je pense, dans de nombreux collectifs. Par exemple, il y a des fonctionnements par cercle. Il y a aussi l'intelligence collective qui nous a beaucoup aidés. Donc il y a des dispositifs nouveaux aussi qu'on essaye d'inventer à l'intérieur de ces collectifs. Bon, en fait, moi je me pose quand même une question, je te la pose, mais je n'avais pas prévu, mais il y a une chose qui me semble évidente. Est-ce qu'il n'y a pas actuellement deux sociétés qui se côtoient? Une société en mouvement, finalement, de gens qui savent, comme ici, à Numa, manier le numérique, qui sont à l'aise, qui sont des digital natives, certains d'entre eux. Et puis, une société un peu archaïque, disons, d'hommes politiques, d'hommes femmes politiques, qui continuent tranquillement leur chemin, à coup de commémoration, d'inauguration, de constitution de loi, parce que la loi nous intéresse beaucoup aussi, à ma voix. On a très envie de travailler, et on va le faire tout à l'heure, et j'espère que vous resterez tous avec nous. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir deux sociétés parallèles? La démocratie, alors appelons-la, comme Pierre Rosanvallon ou d'autres, continue, directe, participative, et puis la représentation, l'autorité qui est là et bien là et n'a pas envie de se laisser déloger. Oui, enfin moi je dirais qu'il y a deux fois deux sociétés, alors pour te répondre. Il y a d'abord un truc qui est très présent dans l'opinion, mais je ne vais pas plus loin, il y a deux sociétés, il y a vous, c'est-à-dire en fait une société des multiples, moi je dirais procéduraux, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent trouver des modes de coordination, d'accord, mais c'est par des procédures en fait qu'on crée le collectif depuis la multiplicité. Et puis il y a une société française aussi qui est une société des valeurs, qui est substantielle, elle n'est pas du tout procédurale, elle est complètement substantielle, et elle croit aux valeurs, à l'identité, aux grandes choses. Donc, première division. Deuxième division, celle que tu évoques, c'est ce qui est un poncif, un classique de la science, de la théorie politique, c'est qu'il y a des formes de légitimité incroyablement différentes, et qu'il y a une légitimité de la société civile, moi ce que j'appelle la société civile, peut-être que vous avez d'autres mots, il y en a, j'ai entendu multitude tout à l'heure, une théorie qui dirait multitude dans cet univers-là. Et puis il y a la légitimité électorale, classique. Et je pense que c'est un débat important. Moi, je vous adresse la question parce que moi, j'ai pas de. Enfin, si moi j'ai une réponse, mais en même temps, je pense que c'est un enjeu important. Et en ayant beaucoup, dans les milieux de l'internet, hackers, geeks, etc., il y a une tendance qui me semble, moi, sur laquelle il faut. Enfin, mon opinion, ce serait de se retenir sur cette tendance, c'est de penser que la seule légitimité, c'est celle de la société civile. C'est finalement vouloir imposer son propre
univers de représentation de ce que serait la politique juste, bonne et désirable, ou l'action politique juste, bonne et désirable, contre d'autres formes de légitimité. Moi, il me semble qu'en fait, on vit dans des sociétés qui sont, dans lesquelles se croisent, s'entremêlent des formats de légitimité qui sont extrêmement différents. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un argument de Condorcet. Condorcet, il disait, bon, il y a l'élection qui produit une légitimité, mais il y a aussi la manifestation qui produit, ou la mobilisation, la grève qui produit une légitimité. Il y a les collectifs qui réunissent pour produire de l'action, du texte, de la revendication, ça produit une légitimité. Il y a les experts patentés qui produisent aussi du discours, ça produit une forme de légitimité. Et que si on cherche à ce que un des formats de légitimité écrase les autres, je pense qu'on entre dans une zone de haut risque. Et c'est pour ça qu'il faut les articuler. Et que il faut les articuler plutôt que penser que la vraie légitimité, c'est ici et puis c'est pas autre part. On sait que la légitimité électorale, elle est très très solidement instituée, et qu'elle a bonne raison de l'être, sans doute. Alors, bon, on a connu Internet, ses débuts, libre, ouvert, sans publicité, on a du mal à l'imaginer. Et aujourd'hui, les algorithmes, alors pour m'amuser, j'ai acheté Société qui dit, avec un simple algorithme, on peut réduire le chômage de 10%. Donc maintenant, on sait que les algorithmes vont nous permettre de trouver l'amour, hein, on le sait, et d'ailleurs ça marche. Ensuite, ils vont nous permettre de prédire quel livre on va lire, où on veut aller en vacances. Enfin, bon, on a l'impression que les algorithmes vont nous servir à tout faire. Alors quand même, je note dans ton livre, qui est vraiment très intéressant, parce que je me suis surprise à l'ouvrir de temps en temps, en disant « Ah oui, ça je n'y avais pas pensé, c'est exactement ça. » Donc, il y a quand même des expressions fortes. La manipulation du réel, le comportementalisme radical. Alors déjà, si tu peux nous donner, mais rapidement, parce que je conseille à tout le monde d'acheter le bouquin, parce qu'il n'est pas trop cher en plus. Et quelle famille de calcul, tu vas pas les dire, toi tu vas les dire rapidement, mais ce qui nous intéresse aussi, et là je te demande de développer un peu, c'est que loin d'être de simples outils techniques, les algorithmes véhiculent un projet politique. Voilà, alors déjà, définition pour peut-être ceux qui ne connaissent pas vraiment ces algorithmes, leur définition, et puis dis-nous un petit peu ce projet politique. Oui, alors, bon, algorithme, ce qui est étonnant, c'est que le mot devienne un peu à la... c'est un terme qui rentre dans le débat public et qui, du coup, suscite des craintes, ce que tu évoquais tout à l'heure, des craintes, des visions très négatives, des visions très euphoriques et un peu délirantes aussi. C'est des procédures. Et c'est pour ça que moi j'ai une certaine intérêt, fascination pour ça, parce que finalement un algorithme, c'est une recette de cuisine, c'est une suite d'instructions, alors c'est plutôt pour faire des calculs, c'est plutôt informatique et dans le code, mais une recette de cuisine est un algorithme, et je voudrais le souligner fortement, un système électoral, c'est un algorithme. Si vous choisissez de la proportionnelle, la majoritaire à 2 tours ou à 1 tour, etc., vous produisez des instructions qui vont former des résultats qui sont différents, c'est exactement un algorithme. Donc la question de transformer des informations en un résultat qui produise une signification, elle est présente dans nos vies depuis très longtemps. Mais évidemment, avec les calculateurs numériques, elle ne cesse maintenant de coloniser un peu tout, et elle les colonise sans qu'on ne comprenne très bien ce qu'ils font. Alors moi, le propos de l'ouvrage, c'est précisément de dire, il ne faut pas en avoir peur. Alors là, vraiment, c'est une procédure d'investigation démocratique, vraiment citoyenne, dans ce sens-là. C'est qu'il faut ne pas se laisser intimider par les informaticiens, il faut regarder ce qu'il y a dedans, il faut regarder quel est le modèle statistique qui est présent. Parce qu'évidemment, quand on choisit une forme de représentation statistique, tout comme quand on choisit un système électoral, c'est vrai qu'il y a je sais pas, il y a des politistes dans la salle, les lois du Verger nous disaient que si dans le système anglais majoritaire à 1 tour, on produit le bipartisme, alors dans un système majoritaire à 2 tours, on produit du quadripartisme. On voyait bien que quand on choisit un système électoral, on produit une représentation de la société. Il y a dans un choix statistique, dans les règles qu'on va établir,
il y a une forme de la société qui est dessinée. Et elle est dessinée par ceux qui programment les algorithmes et qui définissent les règles. Donc moi, ce que je vais chercher à faire, c'est d'essayer de dire de façon assez pédagogique, c'est-à-dire de dire, quand on fait une recherche sur Google, quand on fait des palmarès de tweets, quand on classe les informations dans le newsfeed pour chacun en fonction des listes affinitaires des amis qu'on a choisis, quand on mesure la popularité virale d'une vidéo, on produit une représentation de la société sur la popularité, sur l'autorité, sur la réputation ou bien sur la prédiction personnalisée, et que c'est des modèles différents, et que du coup il faut en débattre. Il faut d'abord que les internautes aient un rapport plus vigilant et plus critique avec ça, et il faut en débattre. Alors ça c'est un peu voilà, le travail que j'ai voulu faire. Et puis le point pour aller plus profondément dans cette question, et peut-être du coup rejoindre les préoccupations qui sont les vôtres, et ce que j'essayais de dire maladroitement tout à l'heure, c'est que je pense que derrière, plutôt Big Data que l'algorithme, il y a un projet politique. Alors ça c'est très clair. C'est un projet étonnant parce qu'il mêle des formes du libertarianisme américain de la Silicon Valley, quelque chose aussi de l'ordre un peu démiurgique du modèle hyper scientiste. Vous savez, c'est cette idée très, très présente, a été présente chez Laplace, déjà au 18e, l'idée que la nature est mathématique et que si on la calculait bien, c'est-à-dire si on avait les bonnes données, on aurait des bonnes représentations, on aurait une bonne politique. On n'aurait pas toute cette déformation que les humains font parce qu'ils ont de la subjectivité, des désirs, des intérêts, et que du coup ils déforment mal, et ils représentent mal le réel parce qu'il est déformé par plein de facteurs. Alors si on confiait tout ça à des algorithmes, on aurait un calcul qui serait plus vrai, plus transparent, plus réel. Et il y a ce projet, si vous lisez les textes de Tim O'Reilly sur la démocratie, voilà, on a exactement cette idée qui est omniprésente. Alors, moi je voudrais dire une chose de l'enquête que j'ai menée sur ces questions, c'est que parmi les formes algorithmiques qui se déploient aujourd'hui, il y en a une qui est très importante, d'ailleurs qui est une vraie révolution scientifique, là, pour le coup, alors que pour le reste, c'était quand même des méthodes assez anciennes, qui est toutes les techniques qu'on dit de machine learning, d'apprentissage. Et dans les techniques d'apprentissage se joue quelque chose qui me semble ressembler, et alors c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, parce que je pense que c'est à la fois un diagnostic et en même temps une sorte d'alerte un peu politique, qui est la crise de la catégorie statistique traditionnelle. D'une certaine manière, l'histoire les algorithmes ne sont que des statistiques. Et l'histoire de la statistique, ça a été fait maintes fois par de très très bons historiens, notamment un historien français qui est hélas décédé, mais qui est immense, qui s'appelait Alain Desrosières, qui était de montrer que la statistique c'était lié à l'État. La construction de l'État est liée au fait que le gouvernement a eu besoin de représenter sa société. Et se représenter sa société, c'est le recensement, c'est les échanges économiques, et c'est l'idée que finalement on va cartographier le monde social, et du coup la nation, c'est aussi lié à l'idée de la nation, à travers des statistiques, et ces statistiques, on va utiliser des catégories pour les représenter. Et nous appartenons tous à toute une série de catégories, de sexe, de région de naissance, de profession, de niveau d'éducation, etc. Et très longtemps, on pourrait dire que la société de la démocratie représentative, c'est du XXe siècle, elle a énormément joué autour d'une statistique des catégories. Nous étions représentés par nos catégories. Or, le mouvement qui nous traverse aujourd'hui, et à mon avis celui qui vous anime ici, c'est que vous ne voulez plus, nous ne voulons plus, je ne veux plus, être représenté par la catégorie statistique par laquelle le marketing, la sociologie, la politique, les médias me représentent. Je suis un multiple, je suis un singulier. Et ce qu'essayent de faire les nouveaux algorithmes qui empruntent toutes vos traces de navigation sur Internet, de comportement d'achat avec votre carte bleue, d'assurance et qui veut croiser toutes les données, il a la même ambition. Et donc c'est ce paradoxe-là qui, je crois, il faut prendre très au sérieux. C'est dit, je ne vais pas te mettre dans une catégorie, je vais regarder la suite et la trace de l'ensemble de tes comportements, et c'est à travers ces traces comportementalistes, vraiment de comportement, que je vais pouvoir te comparer à d'autres personnes qui ont les mêmes comportements, sans te comparer en passant par une catégorie qui t'a représenté. Je vais en fait calculer la société par le bas. Je vais reproduire des formes catégorielles, des divisions, des systèmes d'appartenance, des ensembles, mais ces ensembles, je ne vais pas les définir par le haut, à travers les institutions, les représentants, mais je vais les définir à travers le calcul hyper sophistiqué, et parfois assez improbable aussi, il faudrait en discuter,
des traces de comportement pour refaire émerger les collectifs depuis le bas. Alors moi, je pense que cette affinité entre une nouvelle forme de calcul et puis aussi des nouvelles attentes politiques des citoyens et des multiples, il faut l'interroger parce que la question, moi en tout cas, que j'aimerais vous poser, c'est bon, ok, on est des individus, on est des multiples, on est singuliers, etc. Mais qu'est-ce qu'on a de commun? C'est qu'on fait du commun. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait quand même des catégories qui nous assemblent, qui nous représentent? Quelles sont ces catégories? Est-ce que ces catégories sont conflictuelles par rapport à d'autres personnes ou d'autres acteurs qui appartiennent à d'autres catégories? Est-ce qu'on peut faire de la politique sans utiliser un vocabulaire de la catégorie? Ou est-ce qu'il faut accepter finalement cette idée qu'on puisse être complètement calculé dans nos singularités par le bas? Bon, c'est un enjeu, semble-t-il, assez crucial aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Dominique Cardon pour ces deux premières réponses. On a encore un certain nombre de questions. Je vais commencer par en poser une et puis après on essaiera de prendre un maximum de questions d'assistance, mais elle est très très nombreuse, donc il faudra sélectionner et faire rapidement. La question de transition, mais ça rejoint exactement ce que les deux petites parties qu'on a développées. On voit qu'il y a un mouvement finalement d'individualisation et de catégorisation des citoyens. Et nous, dans notre démarche, on se dit comme un collectif et donc une recherche justement d'un commun, c'était ce qui était évoqué à l'instant. L'imagination procédurale du web pour inventer des manières d'organiser des arguments, de les colorier, de trouver les polarisations subjectives qui les séparent, de prendre des décisions au consensus avec les consensus n'étant pas unanimité, mais les multiples systèmes de consensus qui ont pu être trouvés. Ça, Internet a donné plein de procédures. Hein, donc je vous fais entièrement confiance pour puiser dans ce fond immense des technologies de débat et de délibération. Simplement, peut-être moi la remarque que je voudrais faire, c'est que il y a des endroits où ça marche incroyablement bien, et c'est fascinant. Moi, je les ai étudiés beaucoup sur Wikipédia. On voit bien qu'on peut faire un réglage procédural de la discussion, parce qu'il y a un certain nombre de principes qui sont complètement procéduraux, et que quand il y a un conflit fort, eh ben on l'isole, on met un wiki pompier, on fait un comité d'arbitrage, on fait débattre les thèses, on regarde, etc. On fait un faux vote, qui est en fait un vote sur le contenu, pour ensuite prendre une décision. Ces procédures, elles marchent parce que c'est réglé sur quelque chose qui est, alors je vais être très abscon, je vais encore perdre tout le monde, mais c'est pas grave, qui est la valeur épistémique du savoir. Hein. Et donc en fait, dans Wikipédia, il y a un moment, il y a un point d'arrêt de la discussion qui se fait relativement facile, c'est sur les éléments constatatifs, en fait, hein, du sourçage des informations originales. Bon, la politique, il me semble que c'est pas un lieu épistémique. Hein. On ne produit pas de la connaissance, on produit aussi du clivage, du rapport de force et de la décision. Et là, les expériences qui ont été faites montrent qu'il est, sauf on pourrait presque dire dans la tradition anarchiste. Hein. Moi, je renvoie toujours vers la tradition libertaire qui sait faire des décisions de consensus, qui fait ça depuis des années, enfin des siècles. C'est d'arriver à produire des procédures d'agrégation, des procédures de consensus pour produire des décisions qui ne soient plus subjectives, qui soient plus politiques, qui soient dans le rapport de force et qui ne soient pas uniquement constatatives. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, je suis prêt à discuter pratiquement de plein de choses, mais là on rentrera dans les détails. Et bien justement, on va pouvoir discuter de plein de choses avec vos questions. J'ai ici, 2, 3. Bonjour. Dans les livres d'histoire, on dit souvent que la France a avancé que par la révolte ou la révolution. Donc, ma question, est-ce que les signaux faibles peuvent avoir raison d'un pouvoir fort? Est-ce que finalement, la démocratie, c'est la solution? Est-ce qu'on est en train de parler de démocratie, etc. Vous dites qu'il faut creuser les algorithmes de la démocratie. Est-ce que finalement, c'est pas du solutionnisme, comme dirait l'autre, Morozov ou autre? Est-ce qu'on n'est pas dans le solutionnisme? C'est-à-dire on va creuser l'algorithme démocratique jusqu'au bout. Est-ce que finalement la solution, c'est pas la révolte? Je suis italien, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le Movimento 5 Stelle du Beppe Grillo, qui a commencé sur les mêmes bases.
Il y a une centaine de députés de ce mouvement-là au Parlement. Aujourd'hui, le constat est très décevant. L'outil fonctionne partout, dans les mairies, dans les départements et à l'Assemblée, mais ça produit que dalle. Voilà, c'est juste un constat un peu amer. Est-ce que finalement il n'existerait pas, et d'ailleurs ça a toujours sûrement existé, deux catégories de citoyens, ceux qui représenteraient cette multitude et ceux qui auraient besoin de se reconnaître dans des valeurs collectives et qui ont besoin de la représentation, qu'elle soit politique ou syndicale d'ailleurs, et que les uns, ceux qui sont dans la multitude, ce ne seraient pas plutôt les hommes politiques de demain, puisqu'ils veulent prendre en charge de nouvelles formes démocratiques. Et ce qui leur manque, moi, me semble-t-il pour l'essentiel, et ça j'aimerais avoir confirmation, en fait, vous l'avez peut-être déjà dit, c'est le programme. Ils n'ont rien qui puisse rassembler l'autre partie des citoyens qui ont besoin de se retrouver dans des valeurs collectives et qui ont besoin d'être défendus dans leurs intérêts. Oui, bah, je vais être très bref parce que je ne peux pas répondre à ces questions. Peut-être juste dire un point qui est peut-être que nous croyons trop à la politique. Enfin, non, pas à la politique. Nous croyons trop au centre. Hein, et peut-être qu'effectivement, ce qui est le cœur de ces mouvements, c'est de penser qu'il faut passer par le centre, hein, et donc la démocratie, comme vous le dites, alors qu'on peut aussi faire vivre des idéaux politiques dans plein d'autres espaces qui ne sont pas l'espace de la politique institutionnelle, et qui peuvent être ceux de la révolte, ou de la transformation de soi, ou de la transformation communautaire, etc. Moi je crois qu'en fait, c'est mon côté très libertaire, c'est que d'une certaine manière, pourquoi est-on autant omnubilé par la démocratie représentative centrale? Bon, elle joue un rôle majeur, surtout quand elle voit l'état d'urgence, etc. Mais en fait, il y a aussi d'autres voies d'engagement. C'est pour ça que je trouve extraordinairement courageux l'initiative que vous faites, parce que Beppe Grillo, le pirate allemand, etc., on voit bien que ces formes liquides d'amener du multiple dans des espaces où les gens ne sont pas du tout multiples et ils sont, etc., c'est incroyablement compliqué à tenir parce que c'est quand même, on mélange de l'huile avec de l'eau. Il y a quelque chose qui est très très difficile à faire prendre. Hein. Ceci étant, je dis ça avec beaucoup de réserve parce que c'était ce que je disais moi il y a 3-4 ans, et puis bon, on voit Podemos, etc. Il y a quand même aussi un renouvellement possible sur des formes où on sent qu'il y a un mouvement social derrière, un principe du même type de collectif de citoyens qui se lève de façon forte. Et puis, par ailleurs, moi je suis absolument d'accord, c'est exactement ça l'enjeu. C'est que ceux qui sont substantiels avec des valeurs, d'identité forte, et puis ceux qui sont procéduraux avec de la discussion, de la délibération et du multiple, c'est les deux France. Hein, on voit dans les traductions électorales tout le temps. Et sans doute que le problème, notre problème, c'est qu'on n'a absolument pas de programme substantiel à désigner à l'autre face de cette France. Et que précisément... Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez les deux France? Bah, on va dire vite la France du Front National et puis la vôtre. Hein, voilà. C'est-à-dire des gens pour qui, effectivement, mais pas seulement celle de TF1 aussi. Hein, c'est-à-dire cette idée qu'on est représenté, on est parlé par d'autres, dans lequel il y a une remise de soi, effectivement, à un chef, il y a une attente de sécurité aussi qui est extraordinairement forte, et puis une attente identitaire qui est absolument centrale, dans lequel, dès que quelqu'un vient avec ce que j'appelle substantiel, voilà, qui est très mal dit, mais avec un programme qui est lesté de valeurs très très fortes, dans lequel on va se reconnaître, s'identifier de façon durable et immédiate, et parfois un peu spontanée, cette reconnaissance va se faire. Voilà. Juste un mot sur les valeurs quand même, parce que je ne peux pas laisser dire une chose pareille, parce qu'il y a quand même, on a vu la naissance de l'économie de partage, qui est quand même une valeur très forte. L'économie collaborative, c'est nouveau. L'économie de partage, je dirais, hein, ça comprend l'économie sociale et solidaire. Bon, il y a quand même l'intelligence collective, qui est une vraie valeur. Il y a quand même un certain nombre de valeurs, je ne vais pas les dérouler ici,
Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de valeur. Si le programme, ce serait de mettre ces valeurs à l'ordre du jour, parce que je crois qu'il y a un énorme besoin, outre les besoins qu'on vient de nommer, il y a aussi un énorme besoin d'un nouveau management, hein, d'une régénérescence politique, d'une régénération, puisqu'il y a ici des trentenaires qui sont extrêmement compétents et qui remplaceraient avantageusement des hommes et des femmes politiques dont les gens ne veulent plus. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y ait pas encore de programme. Ce serait assez facile, mais comme l'a très bien dit Dominique Cardon, il y a une procédure, et cette procédure, on ne va pas fabriquer un programme artificiel pour le balancer, et surtout quand on veut se reconnaître de la démocratie participative continue, etc. Merci.